Je manœuvrais la pelleteuse quand mon téléphone a vibré contre ma hanche. 3h30 un mardi, au milieu d'un autre coulage de fondation, et Frank Morrison m'appelait. Frank n'appelait jamais pendant les heures de travail. À vrai dire, Frank appelait à peine du tout. Nous étions voisins depuis 8 ans, nous saluions par-dessus les poteaux de clôture, et nous nous prêtions des outils. Mais les appels téléphoniques signifiaient que quelque chose n'allait pas. J'ai éteint la machine et je suis sorti, mon casque de chantier sous le bras, en répondant. « Qu'y a-t-il, Frank » dis-je dans le téléphone. « Mike. » Sa voix est revenue avec ce ton militaire monocorde qu'il utilisait quand les choses devenaient sérieuses. 20 ans dans l'armée avaient appris à Frank à délivrer les mauvaises nouvelles de manière nette et rapide. « Tu dois rentrer à la maison maintenant. » Le bruit du chantier s'est estompé autour de moi. « Que s'est-il passé, Emily » demandai-je rapidement. « Il y a une berline noire dans ton allée qui n'est pas la tienne » répondit-il sombrement. Ces mots ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. 16 ans de mariage, et je n'avais jamais douté de la fidélité d'Emily, pas une seule fois. Nous avions construit quelque chose de solide ensemble. Du moins, c'est ce que je pensais. La maison, la routine, le réconfort tranquille de savoir que quelqu'un vous attendait à la fin de chaque dure journée. « Tu es sûr que ce n'est pas la voiture de sa sœur » demandai-je. Même en le disant, je savais que non, Sarah conduisait une Honda blanche, la même depuis 3 ans. « Mike, j'observe depuis 40 minutes. Cette berline est là depuis midi. Emily est rentrée à 12h15. Elle est à l'intérieur avec quiconque conduit cette voiture depuis ce moment-là, expliqua Frank. Mes mains ont commencé à trembler. Le téléphone me semblait glissant contre mon oreille, et j'ai dû le serrer plus fort. L'équipe continuait de travailler, versant du béton comme si le monde ne venait pas de basculer de côté. Frank, commençai-je. Monte dans ton camion et rentre chez toi. Ne l'appelle pas, n'envoie pas de message. Rentre simplement et gare-toi dans la rue. Je t'attendrai, ordonna-t-il. Puis la ligne a coupé. Je suis resté là pendant 1 minute entière, fixant le téléphone, essayant d'assimiler ce que Frank venait de me dire. Emily. Mon Emily. La femme qui préparait le café tous les matins à 5h45, pour qu'il soit prêt quand je me réveillais. Qui s'endormait en regardant de vieux films sur mon épaule tous les dimanches soirs. Qui avait pleuré lorsque nous ne pouvions pas avoir d'enfants, et qui m'avait tenu la main lors des funérailles de mon père le printemps dernier. Mais Frank ne faisait pas d'erreur. 20 ans de service militaire l'avaient entraîné à observer et à rapporter les faits, et non la spéculation. S'il disait qu'il y avait des problèmes chez moi, il y avait des problèmes chez moi. J'ai dit à mon contremaître que j'avais une urgence familiale et je suis rentré chez moi dans un état second. Les rues familières de notre quartier semblaient différentes d'une certaine manière, comme si je les voyais à travers les yeux de quelqu'un d'autre. La maison jaune des Henderson avec ça est envahie. Le panneau stop à Maple est 3e, où les adolescents brûlaient toujours le feu rouge. Le café où Emily et moi avions eu notre premier rendez-vous, 17 ans plus tôt. Tout cela semblait étranger maintenant, comme des accessoires dans une pièce de théâtre dont j'ignorais être l'acteur. Frank m'attendait dans son allée quand je me suis garé. Il s'est dirigé vers mon camion avant même que j'aie coupé le moteur, se déplaçant avec cette démarche résolue qui ne l'avait jamais quitté, malgré 5 ans de retraite. Ses cheveux gris étaient rasés de près, et son visage buriné était marqué de traits durs. Audi noir, dit-il sans préambule. Plaque d'immatriculation commençant par JTR. Ici depuis 2h20. J'ai regardé ma maison, notre maison, et j'ai vu la berline garée dans l'allée comme si elle y avait sa place, juste là où je garais habituellement mon pick-up après le travail. La porte d'entrée était fermée, mais les rideaux du salon étaient tirés fermement. Ils n'étaient jamais fermés pendant la journée. « Que dois-je faire » demandai-je. Les mots sortirent cassés et faibles. L'expression de Frank s'adoucit juste d'une fraction. « Tu documentes tout. Sors ton téléphone et commence à enregistrer. Quoi que tu y trouves, tu l'enregistres. Ne réagis pas, ne crie pas, ne donne pas de coups. Contente-toi d'enregistrer, ordonna-t-il fermement. Frank, je ne peux pas, protestai-je. Tu peux et tu le feras, m'interrompit-il. Tu as 16 ans d'investi dans ce mariage, et la moitié de tes biens sont liés à cette maison. Tu ne veux pas donner à ces avocats des munitions à utiliser contre toi. Alors, tu restes calme. Tu enregistres tout,
et tu laisses la preuve parler d'elle-même. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais savoir quelque chose et le faire sont deux choses différentes, quand votre monde s'écroule autour de vous. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application photo. Mes mains étaient plus fermes maintenant. Quelque chose dans le fait d'avoir un plan, même un plan terrible, a aidé à focaliser mon esprit. Je serai juste derrière toi, m'assura Franck. Juste au cas où. Nous avons traversé la rue ensemble, nos pas résonnant sur l'asphalte. Le soleil de l'après-midi était vif et chaud. Des oiseaux chantaient dans le chêne que nous avions planté pour notre 10e anniversaire. Tout semblait normal, à l'exception de cette berline noire garée dans mon allée, comme une accusation. La porte d'entrée était déverrouillée. Elle n'était jamais déverrouillée quand Émilie était seule à la maison. Elle était paranoïaque au sujet de la sécurité, vérifiant toujours 2 fois les serrures avant de se coucher. Mais aujourd'hui, elle a tourné facilement sous ma main. J'ai commencé à enregistrer en entrant. Le salon semblait normal, à l'exception de la veste d'homme drapée sur le dossier de mon fauteuil inclinable en cuir. Une veste que je n'avais jamais vue auparavant, en laine anthracite d'aspect coûteux. Sur la table basse, il y avait 2 verres à vin, tous 2 à moitié vides, à côté d'une bouteille du bon Cabernet que nous gardions pour notre anniversaire le mois prochain. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai gardé la caméra stable. Une traînée de vêtements menait du salon vers les escaliers. La blouse bleue d'Émilie, celle qu'elle avait portée au travail ce matin-là, froissée sur le parquet. Une chemise d'homme drapée sur la rampe, sa jupe noire au bas des marches. Chaque pièce de vêtement était un autre clou dans le cercueil de notre mariage. Mais je les ai tous enregistrés. Franck est resté juste derrière moi, ne disant rien, sa présence solide et rassurante. Les sons venant de l'étage firent se contracter mon estomac, de bas murmures, des grincements rythmés, les sons inconfondables de la trahison se déroulant dans le lit que j'avais partagé avec ma femme pendant 16 ans. J'ai monté les escaliers lentement, enregistrant chaque pas, chaque son. La porte de la chambre était à moitié ouverte, et à travers l'interstice, je pouvais voir des ombres en mouvement sur le mur. Mon mur dans ma chambre. Dans mon lit. La main de Franck a touché mon épaule brièvement, non pour me retenir, mais juste pour me rappeler qu'il était là. J'ai atteint la porte, j'ai pris une profonde inspiration, et je l'ai ouverte en grand. Émilie se figea en plein mouvement quand elle me vit, ses yeux s'écarquillant de stupeur et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. L'homme sous elle, aux cheveux foncés, peut-être âgé de 40 ans, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant, se redressa si violemment qu'il faillit la jeter hors du lit. « Oh, mon Dieu !» murmura Émilie d'horreur. « Mike, ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai gardé la caméra en marche, capturant tout. Son corps nu se débattant pour les draps, son visage paniqué alors qu'il essayait de se couvrir. Le lit froissé où ma femme avait été avec un étranger, au milieu d'un mardi après-midi. « Ce n'est pas ce que tu crois, lui répétai-je, ma voix plate et sans émotion. « Alors, à quoi cela ressemble-t-il, Émilie ?» L'étranger retrouva enfin sa voix. « Écoutez, monsieur. » « Je ne savais pas, bégaya-t-il. »« Tais-toi !» L'ordre de Franck transperça la pièce comme une lame. Il me contourna vers le lit. « Vous deux, fermez-la. » Émilie s'enroula dans le drap, des larmes commençant à couler sur son visage. « Mike, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, » supplia-t-elle désespérément. « Il n'y a rien à expliquer, » répondis-je froidement. Je continuai d'enregistrer tandis que Franck attrapait l'étranger par le bras et le tirait hors du lit. L'homme trébucha, essayant de garder une certaine dignité tout en étant complètement nu et manifestement terrifié. « Prends tes vêtements, » lui dit Franck avec un calme mortel. « Tu as 60 secondes pour t'habiller et partir. »« Attendez, vous ne pouvez pas juste, » protesta faiblement l'étranger. Franck le plaqua contre le mur de la chambre, assez fort pour faire trembler les photos de famille accrochées là. 2 coups de poing rapides au plexus solaire le laissèrent suffocant et courbé en deux, toute combativité lui étant retirée. 50 secondes, dit Franck sur un ton de conversation. L'homme trébucha vers ses vêtements, enfilant pantalon et chemise de ses mains tremblantes. Il ne cessait de me regarder, puis le téléphone qui enregistrait tout, et enfin Franck qui se tenait prêt à infliger d'autres punitions. Émilie était blottie sur le lit, pleurant plus fort maintenant, son mascara laissant des traces noires sur ses joues. « Mike, s'il te plaît, arrête d'enregistrer, » supplia-t-elle à travers ses larmes. « S'il te plaît, nous devons en parler. »
Nous aurions dû en parler avant que tu ne l'amènes dans notre lit, répondis-je avec un calme glacial. Les mots sortirent calmes et mesurés, comme si je discutais du temps qu'il faisait. À l'intérieur, je me sentais vide et froid. Habille-toi et sors de ma maison. C'est ma maison aussi, commença-t-elle à argumenter. Non, je la coupai sèchement. J'ai gardé la caméra sur son visage, m'assurant de capturer chaque expression. Tu te souviens de ce contrat de mariage que tu as signé il y a 16 ans? Celui que tu trouvais romantique parce que j'étais si engagé à t'épouser. Il s'avère que ce n'est pas si romantique quand c'est toi qui le violes. Toute couleur quitta son visage. Elle avait oublié le contrat de mariage. Je pouvais le voir dans ses yeux. Nous l'avions tous les deux, honnêtement. C'était l'idée de mon avocat, une protection standard pour un homme qui possédait sa propre maison et qui avait commencé à accumuler des capitaux propres dans une entreprise de construction. Émilie l'avait signé sans poser de questions, riant de la paranoïa des avocats. L'étranger finit de s'habiller et trébucha vers la porte. Franck le suivit, sans le toucher, mais s'assurant qu'il comprenait que l'escorte n'était pas négociable. Je les entendis descendre les escaliers, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Par la fenêtre de la chambre, je regardai l'homme sprinter à travers la pelouse jusqu'à son Audi noir, ne se souciant même plus de sa dignité. Il tâtonna avec ses clés, les laissa tomber, les ramassa, et finit par mettre le moteur en marche. La berline recula de mon allée assez vite pour laisser des traces de pneus sur le béton. Il ne regarda pas en arrière. Émilie pleurait toujours enveloppée dans le drap qui sentait la trahison et les promesses brisées. Mike, je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. Une stupide erreur. Cela ne signifie rien, sanglota TL. Tu as raison, dis-je, enregistrant toujours. Ça ne signifie rien. Notre mariage ne signifie rien. Les 16 ans que nous avons passés ensemble ne signifient rien. Les promesses que nous avons faites ne signifient rien. Alors, fais tes affaires et sors. Tu ne peux pas juste me jeter dehors, protesta TL faiblement. La maison est à mon nom. Le contrat de mariage que tu as signé renonce à toute revendication sur les biens matrimoniaux en cas d'adultère. J'ai des preuves vidéo de ton infidélité enregistrées en haute définition, déclarai-je avec une clarté brutale. J'ai finalement arrêté d'enregistrer et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Tu n'as aucun droit légal de rester ici, et j'ai tout le droit de te faire expulser si tu refuses de partir volontairement. Elle me regarda comme si elle voyait un étranger. Et peut-être l'était-elle. L'homme qu'il avait aimé inconditionnellement pendant 16 ans était parti, remplacé par quelqu'un qui comprenait la valeur de la préparation et de la documentation. Où suis-je censé aller, demanda-t-elle impuissante. Ce n'est plus mon problème, répondis-je sans émotion. Franck est revenu, fermant la porte de la chambre derrière lui. La voie est libre. Ton petit ami ne reviendra pas de sitôt, rapporta Théil. Ce n'est pas mon petit ami, murmura Émilie. Alors, qu'est-ce que c'est, demandai-je directement. Elle ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas expliquer, ne pouvait pas justifier ce sur quoi j'étais tombé. Alors elle a pleuré, comme si les larmes pouvaient en quelque sorte effacer ce que j'avais vu et enregistré. Habille-toi, lui dit Franck avec une autorité ferme. Fais tes affaires pour cette nuit. Tu pourras revenir chercher le reste quand Mike sera au travail, mais tu ne restes pas ici. Émilie nous regarda, cherchant une faille dans notre détermination. N'en trouvant aucune, elle se leva lentement et commença à enfiler ses vêtements de ses mains tremblantes. Chaque mouvement était prudent et délibéré, comme si elle craignait qu'un mouvement brusque ne puisse briser ce qu'il restait de son monde. 20 minutes plus tard, elle était partie. Valise faite, voiture chargée, s'éloignant de la maison que nous avions partagée pendant 16 ans de mariage. Elle n'a pas dit au revoir. N'a pas essayé de s'expliquer à nouveau. Elle est juste partie, ne prenant rien qui ne lui appartenait pas clairement. Franck ferma la porte d'entrée derrière elle et se tourna vers moi. Une bière, offrit-il simplement. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes installés dans le salon, bouteille froide à la main, regardant un match de baseball à la télévision comme n'importe quel autre mardi soir. Comme si mon mariage n'avait pas simplement explosé en l'espace d'une heure. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé. Nous n'avons ni analysé, ni spéculé, ni planifié les prochaines étapes. Nous sommes juste restés assis dans un silence confortable, deux hommes qui comprenaient que parfois,
les conversations les plus importantes se déroulent sans mots. Le match est allé en prolongation, mais aucun de nous deux ne s'en est soucié. Mon avocate, Janet Morrison, aucun lien de parenté avec Frank, malgré le nom, a examiné la preuve vidéo avec le détachement clinique qui la rendait digne de chaque dollar que je lui payais. Elle avait géré mes contrats commerciaux pendant 5 ans, mais c'était notre première incursion dans le droit de la famille. C'est aussi étanche que possible, dit-elle, fermant son ordinateur portable après avoir regardé l'enregistrement pour la 2e fois. Le contrat de mariage est en béton, et votre documentation vidéo élimine toute possibilité qu'elle allègue une détresse émotionnelle ou un déni. Elle ne peut pas prétendre que l'adultère n'a pas eu lieu, puisque nous avons des images HD d'elle en plein acte. Nous étions assis dans son bureau le jeudi matin, 2 jours après que mon monde ait implosé. Émilie appelait et envoyait des messages sans arrêt, alternant entre excuses et menaces, supplications et exigences. J'avais tout transféré à Janet sans en lire la majeure partie. Et la maison, demandai-je. Entièrement à vous, répondit-elle avec assurance. Le contrat de mariage spécifie que les biens matrimoniaux acquis avant le mariage restent la propriété de l'acquérant initial, et que les biens acquis pendant le mariage reviennent à la partie lésée en cas d'infidélité documentée. Janet sortit un bloc-notes juridique couvert de notes. Elle a renoncé à toute revendication sur votre pension, sur les biens de votre entreprise, même sur le compte d'épargne commun. Elle n'a rien, confirma-t-elle. Elle garde ses effets personnels et sa voiture. Elle est à son nom seulement. Tout le reste vous appartient, expliqua Janet avec une satisfaction professionnelle. Le divorce devrait être finalisé dans les 60 jours si elle ne le conteste pas. Et si elle conteste, insistai-je. Avec ses preuves, son avocat lui déconseillerait de le faire. Tout juge qui verra cette vidéo statuera en votre faveur, et elle finira par payer les 2 frais de justice. Elle a tout intérêt à accepter l'accord et à passer à autre chose, répondit-elle de manière factuelle. Cet après-midi-là, les parents d'Emily se sont présentés chez moi. Bob et Margaret Sullivan faisaient partie de ma vie depuis 17 ans, depuis nos jours de fréquentation jusqu'au mariage, et toutes les fêtes depuis. Ils m'avaient toujours traité comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Maintenant, ils avaient l'air honteux et fatigués. Mike, commença Bob, la voix lourde de regret. Nous sommes venus nous excuser. Je les ai invités à entrer, j'ai offert du café. Ils ont refusé. Nous nous sommes assis dans le salon où Emily avait reçu son amant juste 2 jours auparavant, les verres à vin étant lavés et rangés depuis longtemps. Nous l'avons mieux éduqué que ça, dit Margaret, les yeux rouges d'avoir pleuré. Je ne comprends pas comment elle a pu te faire une chose pareille, à toi, à votre mariage. Elle a fait son choix, dis-je simplement. Nous voulons que vous sachiez que nous ne soutenons pas ce qu'elle a fait, continua Bob sérieusement. Nous lui avons dit qu'elle s'était attirée cela, qu'elle n'avait aucun droit d'attendre le pardon ou la sympathie. Ce qu'elle a fait est mal, et elle va devoir vivre avec les conséquences. Leur visite fut brève mais significative. Les propres parents d'Emily désavouaient publiquement son comportement, choisissant de me soutenir plutôt que leur fille. La nouvelle se répandrait dans leur église, leur cercle social, leur famille élargie. La réputation d'Emily ne survivrait pas au scandale. Frank est passé ce soir-là avec 2 packs de 6 bières, et une mise à jour sur les potins du quartier. J'ai parlé à Madame Henderson cet après-midi, dit-il, s'installant à sa place habituelle sur mon canapé. Elle a vu tout le drame avec le petit ami de ta femme qui courait d'ici à moitié nu. La nouvelle se propage déjà. Bien, répondis-je avec satisfaction. Emily loge chez son amie Karen, mais j'ai entendu dire que le mari de Karen n'en est pas content. Quelque chose à propos de ne pas vouloir que ses enfants soient exposés à ce genre d'influence. Frank rapporta que les conséquences sociales s'accumulaient plus vite que je ne l'avais prévu. L'aventure d'Emily ne détruisait pas seulement notre mariage, elle détruisait tout son réseau de soutien. Les amis qui nous connaissaient en tant que couple choisissaient leur camp, et la preuve vidéo rendait ses choix faciles. Mon téléphone vibra avec un message de Janet. Son avocat a appelé. Elle veut se rencontrer demain pour discuter des modalités. On dirait qu'elle est prête à coopérer. J'ai montré le message à Frank, qui a hoché la tête en signe d'approbation. Décision intelligente de sa part. Combattre cela ne ferait qu'empirer les choses pour elle, observa-t-il. Tu penses qu'elle signera, demandai-je. Elle n'a pas le choix, répondit-il avec certitude. Tu as tout documenté, tu as des preuves incontestables, et sa propre famille te soutient.
Elle signe les papiers et disparaît discrètement, ou elle se bat et est humiliée au tribunal. Frank prit une longue gorgée de sa bière. Dans les deux cas, tu gagnes. Le lendemain matin, j'ai rencontré Emily et son avocat au bureau de Janet. Emily avait l'air terrible, pâle, épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Son avocat, un jeune homme nerveux nommé Peterson, lui avait clairement conseillé que la résistance était futile. Ma cliente est prête à accepter les termes énoncés dans le contrat de mariage, dit Peterson sans préambule. Elle demande seulement que les procédures restent aussi privées que possible. C'est acceptable, répondit Janet professionnellement. À condition que tous les biens soient transférés sans contestation et qu'elle quitte le domicile conjugal dans un délai de 7 jours. Emily signa les papiers sans me regarder une seule fois. Sa signature était tremblante, incertaine, rien à voir avec la fioriture confiante qu'elle avait utilisée sur notre certificat de mariage 16 ans plus tôt. Quand ce fut terminé, elle rencontra enfin mes yeux. « Mike, commença-t-elle doucement. « Non, dis-je tranquillement. Ne dis rien. » Elle hocha la tête et partit avec son avocat, sortant de ma vie aussi discrètement qu'elle l'avait cédé par sa signature. L'ensemble du processus a pris moins d'1 heure. Le divorce fut finalisé un vendredi matin de fin mars, exactement 58 jours après que j'aie surpris Emily avec son amant. Le juge Harrison examina les preuves, confirma le contrat de mariage, et accorda la dissolution sans commentaire ni délai. Emily n'a rien contesté, n'a pas demandé de réexamen, et n'a même pas assisté à l'audience finale. Janet me tendit le décret avec une satisfaction professionnelle. C'est fait. La maison, les biens de votre entreprise, votre pension, les comptes communs, tout vous est transféré à compter d'aujourd'hui. Elle garde sa voiture et ses effets personnels, rien d'autre, confirma-t-elle. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de vide. 16 ans de mariage réduits à des documents légaux et des transferts d'actifs, mais c'était propre, définitif et entièrement en ma faveur. Les parents d'Emily avaient été fidèles à leur parole. Lors du culte dominical la semaine précédente, Bob Sullivan m'avait publiquement présenté ses excuses devant toute la congrégation, déclarant que sa fille avait trahi non seulement ses vœux de mariage, mais aussi les valeurs qu'ils avaient essayé de lui inculquer. Le pasteur, un homme bon nommé Père Mackenzie, m'avait offert son soutien et ses prières pour ma guérison. L'ostracisme social fut rapide et complet. Le club de lecture d'Emily l'a expulsée. Les organisations caritatives où elle s'était portée volontaire l'ont discrètement retirée de leur conseil d'administration. Même les employés de l'épicerie qui nous connaissaient depuis des années la traitaient avec une politesse froide lorsqu'elle venait en ville. L'amant mystérieux n'est jamais réapparu. Frank avait fait quelques vérifications discrètes. La plaque d'immatriculation appartenait à une voiture de location payée avec une carte de crédit liée à une adresse professionnelle à 3 villes de distance. Qu'il soit marié, célibataire, ou juste un lâche, il avait complètement disparu après sa rencontre humiliante avec les poings de Frank. Il a probablement une femme et des enfants, spécula Frank un soir alors que nous regardions le coucher de soleil depuis ma véranda arrière. Le genre d'homme qui s'enfuit nu de la maison d'un autre homme n'est pas le genre à rester et à affronter les conséquences. Emily quitta la ville le jour après la finalisation du divorce. J'ai appris par Madame Henderson qu'elle avait chargé sa voiture de cartons et de valises, laissant derrière elle-même les meubles qui avaient techniquement été les siens. Elle n'a dit au revoir à personne, n'a pas laissé d'adresse de réexpédition, elle est juste partie comme si elle fuyait une scène de crime. D'une certaine manière, c'était le cas. J'ai passé le samedi après-midi à changer les serrures. Plus pour une clôture psychologique que pour la sécurité. Chaque clé, chaque code d'accès, chaque façon dont elle était entrée dans ma vie était maintenant scellée. La maison était vraiment à moi maintenant, légalement et pratiquement. Dimanche soir, j'étais assis dans ma cuisine, examinant les relevés bancaires et les documents juridiques. Les comptes communs avaient été substantiels. Emily avait été une bonne épargnante, je le lui accordais. Son salaire d'enseignante n'était pas énorme, mais elle avait contribué fidèlement à nos objectifs communs. Maintenant, ses économies étaient entièrement miennes, ainsi que la maison, mon entreprise et 16 ans d'actifs accumulés. Le contrat de mariage avait tout protégé. La preuve vidéo avait rendu ces mensonges impossibles. L'intervention de Frank avait éliminé toute menace de son amant. L'expertise de mon avocate avait accéléré le processus. Chaque pièce s'était mise en place exactement comme il le fallait. Frank frappa à la porte arrière vers 8 heures,
portant une bouteille de bon whisky et affichant une expression satisfaite. J'ai pensé que nous devrions marquer l'occasion comme il se doit, dit-il, posant la bouteille sur ma table de cuisine. Une victoire complète mérite une célébration appropriée. Nous avons bu à la justice rendue et aux leçons apprises, à la valeur de la préparation et à l'importance d'une amitié loyale, à la vérité que certaines trahisons ne peuvent être pardonnées, seulement punies. Le whisky était doux et cher, rien à voir avec la bière bon marché que nous partagions habituellement. Cela semblait approprié pour le moment. Un toast au fin et au nouveau départ, à la clôture d'un chapitre et à l'ouverture d'un autre. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Demanda Franck alors que la bouteille se vidait. J'ai regardé autour de ma cuisine, ma maison, ma vie récupérée et sécurisée. Tout ce que je veux, dis-je avec une satisfaction tranquille. C'est la beauté d'une rupture nette. Pas de complications, pas d'enchevêtrement, personne à qui rendre des comptes sauf à moi-même. Franck hocha la tête en signe d'approbation. La liberté gagnée grâce à une planification intelligente et à une action décisive. Ton vieux serait fier, observa-t-il. Il avait raison. Mon père avait été un homme pratique qui croyait en la préparation, la documentation et l'assumation des conséquences. Il m'avait appris à penser stratégiquement, à protéger ce qui était à moi, et à ne jamais laisser personne abuser de ma confiance 2 fois. Émilie avait compté sur le pardon, sur une réaction émotionnelle, sur l'hypothèse que 16 ans de mariage signifiaient quelque chose de plus que des contrats légaux et des preuves enregistrées. Elle s'était trompée sur tout cela. La maison était calme après le départ de Franck, mais elle n'était pas vide. Elle était à moi, entièrement et légalement à moi, remplie de la satisfaction de la justice rendue et de la paix qui découle de la connaissance que la vérité avait prévalu. Je me suis couché cette nuit-là dans des draps propres, dans ma propre maison, sans secret ni mensonge empoisonnant l'air. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans rêve. 3 mois plus tard, Franck et moi avons pris notre rituel. Chaque vendredi à 6h30, nous nous asseyons sur ma véranda avant avec une bière fraîche et regardons la rue tranquille. Le quartier n'a pas beaucoup changé. Les mêmes maisons, les mêmes familles, le même rythme paisible de la vie de banlieue. Mais tout semble différent maintenant, à travers le prisme d'une sagesse durement acquise. La berline noire n'est jamais revenue. Émilie n'est jamais revenue. Le lâche qui s'était enfui de ma maison nue et terrifié n'a plus jamais montré le bout de son nez dans notre ville. Certains problèmes, traités de manière décisive, se résolvent de manière permanente. Mon entreprise de construction prospère. La nouvelle s'est d'une manière ou d'une autre répandue que j'étais un homme qui gérait la trahison avec intelligence plutôt qu'avec émotion, qui planifiait stratégiquement et assumait les conséquences. Les clients respectent ce genre de caractère, et ma réputation de fiabilité n'a jamais été aussi forte. La maison me semble plus être un foyer maintenant qu'elle ne l'a jamais été pendant mon mariage. Pas de mensonges cachés, pas de ressentiments secrets, pas de questionnement sur ce qui se passait pendant que je travaillais tard sur les chantiers. Juste un espace honnête pour un homme honnête afin de vivre une vie honnête. Franck prend une longue gorgée de sa bière et hoche la tête vers la maison des Henderson, où leur fille adolescente dit au revoir à son petit ami sur le perron. Les jeunes ont du bon sens, observe-t-il d'un air approbateur. Gardez les choses visibles, transparentes, comme il se doit. J'acquiesce. Nous ne parlons pas beaucoup pendant ces sessions du vendredi, mais nous n'en avons pas besoin. Nous avons tous les deux appris la valeur d'une amitié loyale, forgée à travers une crise partagée. Franck a vu le problème arriver et m'a averti. Il m'a aidé à recueillir des preuves au lieu d'agir sur l'émotion. Il a éliminé la menace quand elle devait l'être. Ce genre de loyauté ne peut être acheté ou simulé. Le soleil se couche derrière les chênes, jetant de longues ombres sur la rue où je vivais autrefois, dans le mensonge sans le savoir. Maintenant, je vis une vérité documentée et vérifiée, avec un ami qui comprend l'importance de veiller l'un sur l'autre. Parfois, les parents d'Émilie passent en voiture en allant au service religieux du soir. Bob fait toujours un signe de la main. Margaret hoche parfois la tête. Ils n'ont jamais posé de questions sur leur fille, n'ont jamais mentionné où elle était allée ou ce qu'elle faisait maintenant. Certains chapitres se ferment complètement quand ils se terminent. À 7h30, Madame Henderson sort ses poubelles pour la collecte de demain. Monsieur Peterson promène son chien devant notre maison, s'arrêtant pour discuter de la météo ou de la dernière réunion du conseil municipal. La vie normale continue normalement, comme elle le devrait lorsque tout le monde est honnête sur qui il était ce qu'il veut. Franck finit sa bière et se lève pour partir.
Comme tous les vendredis. Bonne semaine, dit-il simplement. Bonne semaine, acquiesce-je. Je reste sur le porche après son départ, regardant la rue s'apaiser tandis que les familles s'installent pour la soirée. Des lumières s'allument aux fenêtres. Des écrans de télévision clignotent en bleu dans les salons assombris. La magie ordinaire des gens vivant des vies honnêtes dans des foyers honnêtes. Mon téléphone ne sonne plus avec des appels désespérés ou des messages en colère. Ma boîte aux lettres ne se remplit plus de lettres d'avocat ou de factures pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Ma maison reste exactement comme je la laisse. Aucune preuve de trahison cachée dans les ombres de la chambre, ou de verre à vin sur les tables basses. La paix n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est la présence de la vérité gagnée par la pensée stratégique et l'action décisive. C'est savoir que la préparation compte, que la loyauté a de la valeur, et que certains ponts brûlent complètement lorsqu'ils sont construits sur des mensonges. À 8 heures, je ferme à clé et j'entre, éteignant la lumière du porche derrière moi. Demain, je travaillerai une autre journée honnête, je rentrerai dans ma maison honnête, et je saurai que tout ce que je vois est exactement ce qu'il semble être. Vendredi prochain, Franck et moi nous assoirons ici à nouveau, veillant sur notre rue tranquille comme des sentinelles, nous gardant contre le retour des mensonges et de la trahison. Deux hommes qui ont appris à la dure que certaines amitiés sont forgées dans la crise, certaines victoires sont gagnées par la préparation, et une certaine paix ne vient qu'après que justice est rendue. La rue est vide maintenant, paisible sous les réverbères. Pas de berline noire, pas de menaces cachées, pas de secret attendant de détruire ce qui a pris des années à construire. Juste la vérité, enfin, et la satisfaction de savoir que cela restera ainsi.